Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Découverte. Donc, nous sommes encore avec notre ami Alain. Bonjour Alain. Enchanté, cher ami. C'est la deuxième interview que je fais avec toi. Ouais. Alors, on va pas reprendre comme je fais traditionnellement dans l'historique de Planète Gaïa TV où je demande aux gens de raconter un peu leur parcours, puisque le parcours d'Alain, c'était la vidéo tome 1. Donc vous aurez à la fin de la vidéo le lien, hein, quand vous allez sur i, vous avez le lien avec une vidéo, ça sera la vidéo où on explique tout son parcours, on ne va pas se le refaire une deuxième fois. Pour résumer, pour ceux qui n'ont pas encore vu le tome 1, Alain était donc éducateur. Il a eu tout un parcours avec les enfants, donc des enfants à problème. Il a découvert les énergies. Il a eu un premier contact avec le chamanisme. Et là, on va attaquer la partie de ses voyages. Donc là, nous allons parler aujourd'hui de l'Équateur. Voilà. Eh bien écoute, je te laisse la parole. Donc, bonjour chers amis, effectivement, je me retrouve avec Gérard et Planète Gaïa TV. Voilà. Et je pense qu'effectivement, c'est intéressant cette démarche de Planète Gaïa TV. Parce que, bon, déjà, on peut s'y exprimer et raconter un peu ce qu'on a des difficultés de pouvoir raconter ailleurs. Oui. Donc, en ce qui concerne ce voyage en Amazonie, entre autres l'Équateur, je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu y aller. Quelque chose m'y a emmené. Ah. Alors, quoi? À la sortie donc, de mon expérience avec les adolescents, où je vivais avec eux 24 sur 24, c'était un petit peu la fin, on va dire, et le début d'autre chose. Et j'avais un petit peu plus de temps qu'auparavant, et j'ai fait une formation d'ostéopathie fluidique. J'en parlerai peut-être plus tard, c'est pas le but du débat d'aujourd'hui. Oui. Mais c'est intéressant de partir de là, parce qu'il s'y est passé quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Pendant cette formation d'ostéopathie fluidique, on travaillait donc sur le ressenti énergétique des gens par rapport donc, au système énergétique humain. Et donc c'était des formations un peu rapides, mais très profondes, et on y allait une fois par mois, vendredi, samedi, dimanche, en accéléré, vraiment à plein. Et donc un vendredi, voilà, on y va, et le programme de ce jour-là était de ressentir les loges énergétiques chinoises. Bon, je passe les détails, mais c'est en fin de compte de ressentir donc une loge énergétique qui dans le premier corps tourne à droite, dans le deuxième corps tourne à gauche, et c'est le ressenti par rapport à la personne qui est en face de nous, mais sans y toucher. Donc on apprenait ce genre de choses, et moi j'avais rien dans les mains. J'y arrivais pas. J'avais du mal, et j'avais pas ce ressenti-là, pourtant je comprenais. Bref, c'était le vendredi. Et j'avais fait connaissance avec une personne qui était en cuisine à ce moment-là, et donc voilà. Et donc en discutant un petit peu, elle me dit, tiens en fait Alain, j'ai quelque chose à te proposer. Dans la nuit de vendredi à samedi, je vais faire une cérémonie chamanique en Ardèche, et si ça t'intéresse, je t'y invite. Ah, c'est quoi? Alors là, moi, je ne connaissais pas du tout. C'est quoi? C'est un chaman qui vient d'Amérique du Sud, et qui vient faire une initiation avec l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est quoi? L'ayahuasca, c'est une plante amazonienne, et puis tu verras, voilà, c'est intéressant, et voilà, je te le propose à toi, parce que bon, dans la formation, je vois pas à qui d'autre je peux le proposer, mais moi, je pense que tu es intéressé par ça. Puis effectivement, je suis quelqu'un de très curieux, et qui, moi, quand on me propose quelque chose de ce style, je dis oui tout de suite. Je dis oui, pourquoi pas, on y va. Donc, vendredi 6 h, on arrête le cours, et nous voilà monter dans la voiture, et on fait 100 km pour aller au bord d'une rivière, passer la nuit, pour faire une cérémonie à l'ayahuasca. Je ne connaissais pas.
Donc on va là-bas, on rencontre un chaman effectivement, donc qui était vraiment ouais, connaissait. Et il nous parle de sa plante. Je ne vais pas trop rentrer dans le principe de la cérémonie ayahuasca, parce que bon, c'est pas le but encore d'aujourd'hui. Enfin, je vis cette chose-là, et toute la nuit, voilà, il nous fait voilà, tout je ne vais pas dire le cinéma, dans un premier temps, c'est ce qu'on a tendance de dire, mais c'est pas un cinéma, c'est tout un rituel qu'il y a autour de cette plante. Alors, je te coupe 2 secondes, quand même 2 mots sur la plante. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que l'ayahuasca, qu'est-ce que c'est? C'est une fleur? Ouais, alors, donc, l'ayahuasca, au départ, c'est effectivement une plante, et c'est une liane. C'est une liane donc, qui pousse autour d'un arbre. D'accord. Et donc qui a une... voilà, et qui représente, ça je l'ai su après, mais aujourd'hui je peux l'expliquer, elle a l'esprit en elle d'un serpent, et un serpent qui est amazonien, et là j'ai des émotions qui remontent à chaque fois que je rappelle mes expériences, parce qu'il s'est passé des trucs de fou, quoi. Et c'est l'énergie de l'anaconda. L'anaconda. Pas n'importe quoi comme serpent quand même. Bref, et puis donc après, eh bien, ce que l'on prend pour cette cérémonie, c'est une décoction, une décoction vraiment très importante de ces plantes, parce qu'elles bouillonnent à petit feu pendant pratiquement plusieurs heures, et en même temps, donc on y rajoute une autre plante qui est sous forme de feuilles. Voilà, mais en fin de compte, donc le fait de prendre ces plantes-là, quelque part, on est habité, entre guillemets, après, de l'esprit de l'anaconda. De l'anaconda, d'accord. Bref, mais bon, ça peut être l'occasion d'en discuter d'une manière ou d'une autre, mais le but de la discussion d'aujourd'hui n'est pas basé là-dessus. C'est le résultat, pour moi, de cette initiation. Alors, je l'ai vécu, bon, moi, généralement, quand je vis ce genre de choses-là, oui, on a un ressenti, alors les autres, ils ont dévoyagé, ils ont vu des images, des machins, des trucs, moi, j'ai presque dormi, ou à moitié, mais je n'avais pas vraiment quelque chose de concret dans ma tête. Par contre, le chaman, juste avant de commencer, nous a dit, demandez quelque chose à la plante. Si vous faites cette initiation-là, demandez-lui quelque chose. Ouais. Ouah, bon, quoi, on ne sait rien. Et puis, m'est venu tout de suite, si je pouvais développer mon ressenti, ça serait pas mal, parce que je sens rien en classe, quoi. Donc voilà, puis alors donc on fait cette cérémonie-là. Le matin, il fallait que ce soit à 9 h en cours, parce qu'on était que on avait encore 2 jours à faire. Donc bon, voilà, donc on se lève, on prend à peine le petit déjeuner, parce qu'il fallait vite rentrer. Et puis nous voilà en cours. Et là, bon, et là, donc on reprend l'énoge énergétique chinoise. Alors là, vous ne pouvez pas savoir, j'avais tout dans les mains. Mais c'était incroyable. La première question que le prof nous a demandé, j'étais parti et mes mains partaient toutes seules. Et il suffisait de demander, et ça venait. Et quand dans la classe, il demandait à d'autres compagnies, je répondais à la place de celui qui était derrière, qui avait du mal, parce que c'était pas évident de ressentir tout ça. Mais donc, cette plante m'a donné, effectivement, c'est un ressenti que j'ai toujours aujourd'hui, que j'utilise donc dans l'ostéopathie fluidique, et je suis capable de faire de l'ostéopathie sur quelqu'un qui se trouve dans le continent d'à côté. Bref, ça on en parlera peut-être plus tard. Donc, voilà, cette première expérience donc, avec cette plante me donne ce ressenti. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis merci à la plante. C'est le minimum que l'on peut faire. Exactement. Et là, à partir de ce moment-là, ce que j'expliquais dans la première vidéo, j'ai des messages de temps en temps, je reçois, on peut appeler ça une clairaudience, mais c'est très ponctuel. Et je reçois tout de suite, mais de toute façon, on se retrouvera en Amérique du Sud. Pardon? Oui, d'accord. Voilà, quand je lui dis merci, elle dit on se retrouvera en Amérique du Sud, et donc en Équateur. Ah bon, et donc dans ma tête, je lui dis bon, ok, et puis voilà, on continue comme ça. Et alors, c'est vrai que quand je raconte ça, ça me fait appel à quelque chose que j'avais vécu auparavant et que j'avais reçu un message qui m'avait dit « De toute façon, dans 3 ans, tu partiras en Amérique du Sud ». Bon, j'avais reçu ça, mais je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais là, quand j'ai reçu encore une fois ce message-là, c'était concret. Ben voilà, donc je sais que je vais aller en Amérique du Sud, mais pour dire merci à la plante et retrouver ce chaman quoi, qui venait de là-bas. Donc bon, voilà, j'ai continué
ma vie plus ou moins professionnelle, parce que je touche toujours avec les gamins. Et puis, donc j'ai préparé un voyage pour partir en Équateur. Et effectivement, donc 1 an après, j'ai réussi à trouver le moyen de partir en Équateur pour 3 mois. Donc je partais en Équateur avec mon sac à dos pour aller voir le chaman qui est complètement au bout de l'Équateur, à la frontière du Pérou. J'arrive à Quito, donc la capitale de l'Équateur, qui se trouve au nord. Et donc, voilà, puis, à peine posé les pieds sur le tarmac, un message me vient, de toute façon, tu vas faire tes élixirs minéraux ici. Pardon. Quand on reçoit ça. Alors, ce genre de petite voix, je la connaissais, parce que j'en ai eu quelques fois. Et quand on la reçoit, on dit oui, quoi. C'est toujours la même voix? Ou c'est des voix différentes? Ah non, oui, c'est toujours la même. Enfin, c'est une voix, ouais. Entre guillemets, on le reçoit. Oui, d'accord. Mais ça n'a pas une intonation ou. C'est. D'accord. Difficile de l'expliquer, mais ça cause, hein. C'est clair. Et puis on sait que c'est pas le mental qui cause toute la journée, celui-là on le connaît. Ouais. Non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment, on est interpellé par ça, et puis une fois qu'on l'a vécu plusieurs fois, on sait que c'est ça. D'accord. Mais l'expliquer autrement, non, elle n'a pas de plus ou moins, machin, non, c'est un ressenti, c'est difficile de dire. Bref, il faut que tu fasses les élixirs minéraux ici. Ah ouais, attendez, j'ai expliqué un peu dans la première vidéo que pour faire mes élixirs, j'utilisais un lieu sacré, tout ça, pour pouvoir... bref, on ne fait pas un élixir comme ça, quoi. Et puis, j'avais pas de pierre, j'avais rien, quoi. Mais bon, je me pose pas toutes ces questions-là. Quand j'entends « il faut que tu fasses », je dis « ok », mais je sais pas comment je vais faire. Mais c'est pas grave. Puis, j'arrivais dans un pays où je connaissais personne. Je connaissais personne, et surtout, je n'avais pas la langue, parce que c'est que de l'espagnol, et j'en ai jamais fait. Et j'avais même essayé d'apprendre l'espagnol, et quelque part, encore une fois, on m'avait plus ou moins dit, de toute façon, ça sert à rien que tu l'apprennes, il faut que tu ailles là-bas dans le cœur. D'accord. Bon, j'étais dans le cœur, mais bon, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous y allez, puis vous verrez bien. Et puis, voilà, j'y vais. Donc, je pars, j'avais quand même une adresse d'un hosta. L'hosta, c'est pas un hôtel, c'est un peu un hôtel, donc vous avez une chambre comme un hôtel, mais il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas tout ça. Par contre, vous avez une salle à disposition avec une cuisine, tout ça, un frigidaire, tout ça, mais c'est vous qui faites ce que vous voulez dedans. Et puis, au niveau de la chambre, vous la faites tous les matins. Voilà, c'est ça un hostal. Et donc, j'arrive là-bas, une première chance, je tombe sur la patronne, qui parlait français. Parce qu'elle était une ancienne journaliste qui avait fait des voyages et qui parlait français. Et c'est parfait, donc j'y explique un peu, toc, c'est bon. Et puis, donc comme on ne mange pas dans cet hosta, me voilà parti dans Quito à la découverte d'un endroit où je aller manger. Alors, c'est un pays qu'on ne connaît pas, et puis sans la langue, c'est pas toujours évident. Et puis je marche, puis d'un seul coup, je rencontre un restaurant suisse, marqué restaurant suisse. Je dis, peut-être ça va parler français là-dedans. Donc je rentre, et puis, effectivement, c'est une équatorienne qui me reçoit, mais qui parlait bien français. Son mari était suisse, effectivement, c'était le cuisinier. Donc je m'installe à ma table, et puis, voilà, elle vient me dire, qu'est-ce que vous voulez manger, machin, compagnie, ok. Et puis, à un moment donné, elle revient un peu vers moi, quand elle avait plus trop de clients, puis elle me dit, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi, voilà. Et puis, j'explique que je voulais voir un chaman qui habitait au fin fond de l'Équateur, là-bas en forêt. Ah bon, voilà. Puis en même temps, je lui dis, en fait, tu connais pas un magasin qui vend des pierres? Dans ma tête, j'avais toujours cette histoire de pierre quand même. Elle me dit, ça je sais pas, puis en même temps on faisait son service, ça revenait, puis d'un seul coup elle vient et dit, écoute, t'as de la chance, regarde, tu vois la grande personne qui vient d'arriver, je la revois encore, une femme, voilà, grande, blonde, et elle dit, elle s'appelle Inti, et elle fait de l'import-export de pierre, si tu veux on peut lui demander. Je dis, ouais, mais bon, donc je parle pas ni le péruvien, ni l'équatorien, donc elle l'appelle, elle vient à notre table, et puis elle sert d'interprète. Et puis je lui dis, voilà, j'aurais besoin d'une 50aine de pierres, parce que moi j'utilise 50 pierres pour faire mes élixirs, enfin, pour faire 50 élixirs.
Et puis elle me dit, bah, peut-être, machin, bah écoute, tu me fais la liste de ce que tu as besoin, et puis je vais voir ce que je peux trouver. Ok, donc je lui fais ma liste, je les connais par cœur. Et puis la partie avec ça, on se donne rendez-vous dans 48 heures au même endroit. Ok, donc bon, après, bon, je vais faire ma ville un petit peu, découvrir la ville, enfin, de Quito. Et 48 heures après, je me retrouve effectivement au restaurant. Elle revient, comme prévu, et là, elle avait un bout de tissu noué. Elle m'ouvre ça sur la table. Bah, elle n'avait pas toutes les 50, pourquoi? Parce qu'il manquait toutes les pierres africaines. Évidemment, on était en Amérique du Sud, oui. Là, elle ne pouvait pas les trouver. Enfin, il y en avait quand même 42, 43, je ne me rappelle plus. Enfin, donc les principales, quoi. Et tout en brut, bien entendu. Mais des petits morceaux, quoi, mais moi, c'est ce qui me suffit. Et mais il y avait quand même du rubis, du saphir, de l'émeraude, voilà. Toutes les pierres que l'on peut trouver là-bas. Waouh! Alors, attends, je m'excuse, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Toi, quand tu fais tes élixirs, tu travailles avec des pierres brutes? Oui. Pas avec des pierres polies? Ah si, pourquoi pas? Est-ce que ça change quelque chose? Non. D'accord. Du tout. Pourquoi? Parce que la pierre par elle-même, c'est un cristal. Ouais. Donc c'est des cristaux qui sont les uns à côté des autres et qui effectivement, dont au niveau, il y a une balance à l'intérieur, enfin bref, il y a un échange énergétique qui se crée et quand on travaille avec l'énergie, avec ces cristaux, eh bien ces cristaux s'excitent et donc donnent de l'énergie. Et c'est cette énergie que l'on utilise après. Et dans les élixirs, eh bien, elle donne cette énergie à l'eau et après on fait une dilution homéopathique pour pouvoir utiliser l'énergie de la pierre. D'accord. Mais que ça soit une brute ou que ça soit un poli, ouais, c'est pareil. Alors on va vous dire que effectivement, il ne faut pas prendre des polis parce que elles ont été machin, oh les pauvres, elles ont subi des choses, des machins. Bon, ok, mais enfin en attendant, la structure moléculaire et atomique de la pierre, elle est toujours la même. Bien sûr. Alors on dit, ah mais non, cette pierre elle est cassée, tu ne peux pas l'utiliser. C'est n'importe quoi, c'est faux. Voilà, c'est simplement peut-être qu'elle n'a pas effectivement le côté esthétique. C'est comme chez nous, là, vous n'allez pas acheter une pomme machin parce qu'elle n'est pas belle, donc on va vous la passer au cirage. Mais c'est toujours une pomme. Donc c'est la même chose par rapport aux pierres. Elle est cassée, bah oui, elle a été cassée, mais enfin, sa structure moléculaire est toujours la même. Voilà, une petite incartée pour répondre à ta question. Donc, je reviens à mon histoire, parce qu'elle est loin d'être finie. Donc, j'ai mes pierres pour faire mes élixirs qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse. Mais enfin, comme j'avais déjà expliqué dans la première vidéo, je fais ça sur un lieu sacré. Il n'y a pas de lieu sacré ici, mais enfin bref, je ne me pose même pas la question. Parce que ne faut pas se poser de questions quand vous recevez ce genre de message, entre guillemets, ou ce que vous entendez. Cette intuition, on va dire. Et puis, voilà, et puis je rencontre une femme qui était professeur de français dans une école espagnole. Donc, j'aime bien parce qu'on peut quand même parler français. Et dans ce voyage, j'ai toujours rencontré des gens qui parlaient français pour pouvoir m'accompagner ou m'aider, ou enfin, les fameux hasards qui n'existent pas encore une fois. Bien sûr. Et donc, elle me dit, voilà, elle essaye de m'apprendre déjà l'espagnol. C'est même pas la peine, ça rentre pas. Donc, bon, alors elle me dit, écoute, on va aller se promener un petit peu dans le pays, puis en même temps, je vais te faire découvrir, puis peut-être qu'en même temps, tu vas apprendre quelques mots. Pourquoi pas. Et elle m'emmène à la Punta del Mundo. Qu'est-ce que c'est? C'est la ligne géographique de l'équateur, qui se trouve à, effectivement, 30-40 km au-dessus de Quito. Et là, il y a un truc à touristes, évidemment, où il y a un musée, on trouve les têtes réduites des jivaros, tout un tas de choses, et puis des choses bizarres qui se passent, vous mettez un truc sur la ligne exacte de l'équateur, la bille elle tourne à l'envers, enfin il se passe des choses électromagnétiques parce que c'est l'équateur. Bon, on y reste 2 heures, on fait le tour, on me fait essayer les grandes sarbacanes qu'ils utilisaient, enfin bref, je serais tenté de dire, la découverte touristique du... Bon, et puis on sort de là à 2 heures de l'après-midi. On avait loué un taxi d'ailleurs pour pouvoir monter jusqu'à là-haut, et le taxi on l'avait pour la journée. Et en sortant, elle me dit, écoute, on a encore du temps, si tu veux, je connais un temple inca qui se trouve dans la montagne, pas très loin d'ici, ça t'intéresse? Oui, c'est le principe, bien sûr, pourquoi pas. Et nous voilà partis, donc le taxi nous emmène au plus loin qu'il a pu, et puis après, il fallait monter à pied dans la cordillère des Andes, et on est monté jusqu'à 2000-2200 mètres, on était déjà un peu haut, mais voilà, on a fini à pied. Alors là, c'était
Chez nous, c'est la lande, mais là-bas, c'est un tas de cailloux, quoi. Il n'y a rien, il n'y a même pas de... Et c'est l'équateur, en plus, il fait chaud, hein, donc la végétation est pratiquement inexistante. Et on arrive dans un endroit, alors là... Alors ce lieu s'appelle Rumicucho. D'ailleurs, si vous allez sur Internet, vous retrouverez le temple de Rumicucho, effectivement, on le voit. Mais il reste que les ruines. Enfin, les ruines, donc on retrouve la ceinture de mur. Alors le mur, il doit faire 1,50 m de large quand même. C'était énorme. Et puis surtout, on retrouve les 3 paliers de marche classiques des temples incas qu'on connaît plus ou moins pour monter dedans. Donc on monte là-haut, et à l'intérieur du temple est en 3 niveaux. Donc un premier niveau, hop, on passe au 2e niveau et au 3e niveau. Enfin bref. Et quand j'arrive au 2e niveau, tong, et là, ça repose. C'est là que tu vas faire tes élixirs. Hein. Alors j'étais à des milliers de kilomètres de mes élixirs. J'avais vu le truc touristique, voilà, je découvrais un temple inca, mais je n'avais pas imaginé qu'effectivement, c'était là que j'allais faire mes élixirs. Je dis ok, et puis au moment que je regarde autour de moi, juste à côté de moi, à gauche, là, je comprends tout de suite, parce que là on est dedans, quoi, c'était la pierre au sacrifice. C'est-à-dire c'était une sorte d'hôtel où effectivement, on y faisait des sacrifices humains, car effectivement les Incas faisaient ce genre de choses, et il y avait même une rigole taillée dans le rocher pour que le sang puisse découler, et le sang arrivait là où on me disait qu'il fallait que je fasse mes élixirs. Waouh! Bon, mais alors, à la limite, je comprends tout de suite aussi, parce que ce genre de message, donc je les reçois, quand on te dit, tu te poses plus de questions, et tu rentres dans le message, et là, donc je sors un peu en arrière, et puis à ce moment-là, je re-rentre, comme on rentre dans un lieu sacré, ça j'ai appris ça avec les Celtes, hein, au niveau des menhirs, des machins, donc rentrer en communication avec un lieu sacré, je savais faire. Et là, donc, effectivement, je retrouve exactement la même chose que j'avais déjà vécu en France, c'est-à-dire un triangle équilatéral, là, avec une énergie sacrée dedans. Et là, j'ai dit, ça va, j'ai compris. Puisque j'avais déjà eu l'expérience, une fois très forte, pour faire mes élixirs en France, j'ai dit, ça va, j'ai compris, je sais ce qu'on me demande. Et là, puis c'est tout. On est redescendu, je suis descendu, puis dans ma tête, je me suis préparé à remonter là-haut, avec les bières, de l'eau, des bocaux, enfin tout ce qu'il fallait pour faire des élixirs, quoi. Et en même temps, pour nettoyer le lieu, parce que c'est ce qu'on me demandait. Dans la réalité, je l'avais déjà vécu en France, c'était de faire remonter les âmes qui étaient toujours là. D'accord. Parce qu'effectivement, voilà, c'est le point de départ, il est là. Donc, une des choses, on me donne la possibilité de faire des élixirs sur un lieu sacré, mais parce que j'avais déjà eu l'expérience, j'ai compris tout de suite, que dans un premier temps, on me demandait, à moi, Alain, mais mon Alain intérieur, mon être intérieur, tu reviens là, peut-être où j'étais un jour, il y a peut-être très longtemps, où je faisais peut-être enfin certainement pas peut-être, des sacrifices humains. Et donc aujourd'hui, dans cette vie-là, avec l'ouverture qui m'a été donnée d'avoir, avec les démarches juridiques et ainsi de suite, d'être celui que je suis aujourd'hui et de pouvoir libérer ces âmes. Donc voilà, on remonte là-haut avec la femme du restaurant, et puis avec une autre personne que j'avais rencontré, Alfredo, il s'appelait. Lui faisait des élixirs et des homères, non, pardon, excusez-moi, je mélange tout, des huiles essentielles équatoriennes avec les plantes, et il soignait avec. D'accord. Et c'est lui qui m'avait fourni des petites bouteilles. Parce que pour faire des élixirs, il faut une petite bouteille avec un compte-gouttes. Oui. Et j'entends encore un truc de fou, quoi. Et j'y avais dit, tiens, écoute, tu peux pas me trouver des bouteilles pour faire mes élixirs, puisqu'il faut que j'en fasse. Et un jour, il arrive avec un sac, et j'avais 350 bouteilles à l'intérieur, exactement parce que les mêmes que celles de France, mais il venait d'Italie, celle-là. Mais enfin bref, peu importe. Alors j'ai dit, putain, c'est simple, merci. Combien je te dois? Ah, t'inquiète pas, c'est un truc de contrebande, allez, vas-y, prends, fais ce que tu veux. Bon, je cherche pas à comprendre, je prends, et puis nous voilà partis, voilà. Donc ça, c'était après pour les bouteilles. Mais enfin, c'est le petit détail pour vous dire, on m'a donné tout ce qu'il fallait pour faire les élixirs. J'avais reçu le message, j'avais rien, mais à la sortie, j'avais tout. Bref, je rentre dans le lieu, et puis,
Alors là, il se passe quelque chose, c'est l'équateur. Hein. Un équateur, il fait très chaud, il fait beau, un soleil magnifique, mais alors vous êtes capable d'avoir un orage qui vous débarque en 5 minutes. Chez nous, le Mistral, il se lève en 20 minutes. Hein. Ouais. Non, non, là-bas, c'est en 5 minutes, il y a tout qui se couvre, et puis alors là, vous tombez, c'est des seaux d'eau que vous prenez. Alors, je suis parti, j'étais habillé en blanc, comme voilà, je m'étais mis le druide qui arrive. Là-bas, on m'appelait El Druida Blanco, le druide blanc. Bon, parce qu'effectivement, j'ai ces énergies sacerdotales qui m'ont été données, voilà. Donc, voilà, je suis le prêtre celte qui vient faire une ouverture de lieu. Donc, voilà, j'étais sous la flotte à essayer de, pas essayer, à faire descendre les énergies pour dégager, ouvrir ce lieu et puis libérer ces âmes. Quant à mes deux amis, eux, ils étaient là et ils étaient sous leur parapluie derrière un rocher et puis ils attendaient que ça se passe, mais bon, voilà, ils étaient un peu plus loin que moi. Et puis je fais descendre les énergies qui en fin de compte représentent 9 descentes parce que c'est 3 x 3. Et donc je fais voilà, mon rituel que j'avais l'habitude de faire. Et à la 9e, alors là il faut vivre, mais c'est fort. Au moment où la 9e énergie descend, c'est comme si vous aviez un rideau qui s'ouvre dans le ciel. Plus d'eau, plus de nuages, un ciel bleu magnifique et un soleil radieux qui vous chauffe. Donc c'est en synchronisation, mais alors, pile poil. Et au même moment, dans ce lieu, des filaments de lumière qui montent, mais vraiment des fils, quoi, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui montent et qui montent et qui montent. Et la cerise sur le gâteau, comme on peut dire, et on entend, je dis bien on entend, de la flûte indienne. À 2800 mètres d'altitude, où il n'y a pas un chat qui vive, rien du tout, il n'y a que dalle. Et à un autre niveau, alors, mes amis qui étaient plus sous leur parapluie, puisqu'il ne pleuvait plus, ils étaient là en train de regarder ce que je faisais, parce que voilà, je fais descendre des énergies, il y a les bras qui bougent, c'est tout ce qu'ils voient. Donc ils n'ont pas vu la lumière, ils ont vu effectivement le soleil arriver, mais ils ont entendu la flûte. Et là, pareil, ils étaient là, d'où elle vient? Elle vient elle vient, tout simplement. Et puis, donc, le lieu était ouvert, effectivement, ces âmes se sont libérées, et après, je savais, je l'avais déjà vécu à Valençol, sur le plateau, voilà, en Provence. J'ai pris tous les bocaux qu'on avait pu trouver, alors c'était un peu hétéroclite, hein, c'était tous les bocaux que j'avais pu récupérer, mais il y en avait 50. Enfin, pas 50, parce que j'avais que 40 quelques pierres, je ne me rappelle plus exactement. Voilà. Et donc, on met l'eau, je mets les pierres dedans, je les mets sur le lieu, et puis voilà, on attend un peu, et en une demi-heure, je dis bien une demi-heure, l'eau est devenue pétillante. Comme exactement la même chose que j'avais vécu sur le plateau de Valençol, enfin bref, comme je l'explique sur une autre vidéo. Alors, je fais une petite aparté, parce que effectivement c'est la deuxième fois que tu nous parles de bulles, de pétillantes. C'est systématique quand tu fais des élixirs, ça pétille? Alors quand je l'ai fait aujourd'hui, alors quand je les faisais au début, ouais, ça les fait, mais au bout de 21 jours. D'accord. Quand je les faisais à la lune. Ouais. La lune noire, pleine lune et décembre. Et effectivement, à partir du 15e jour, l'eau commence effectivement à avoir une réaction d'air dans l'eau, sous forme de bulles. Ouais. Quand je les ai fait sur le plateau de Valençol, en une demi-heure, là j'ai eu du champagne. Alors pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est simplement que quand les pierres qui trempent dans l'eau reçoivent cette énergie, donc la lune ou le lieu sacré, les cristaux intérieurs s'excitent tellement qui donnent de l'énergie à l'eau. Oui, c'est la dynamisation, mais c'est tellement puissant que ça fait des petites bulles. Et quand vous voyez une hématite, par exemple, qui est presque métallique quand on la voit, et qui bulle, c'est quand même mais c'est l'énergie. On voit bien que c'est la pierre, c'est là où on trouve le cristaux, les cristaux qui donnent de l'énergie. C'est pas un simple caillou amorphe. C'est vraiment, il se passe quelque chose. Et donc là, sur les lieux sacrés, ça veut dire en une demi-heure, ça bulle, quoi. Et bon, la première fois, j'étais étonné, surtout que la première fois, il y a eu des bulles là, et il y a eu des bulles sur des lieux sacrés en Provence, qu'on m'a raconté après le même jour, au même moment. Mais là, on était sur des réseaux d'eau de la Durance, enfin bref, dans une autre histoire. Mais enfin bref, peu importe. Et là, donc, on revient en Équateur.
Et effectivement, donc ces mébulés, ben, j'avais mes omères. Alors les omères, c'est quoi? C'est donc une eau qui est dynamisée avec les cristaux. Et après, donc, pour faire un élixir, on va faire une dilution homéopathique de cette eau, mi-alcool, mi-omère de départ. Et cette voilà, donne un élixir. Et après, on donne quelques gouttes de cet élixir pour pouvoir donc travailler au niveau énergétique sur le corps humain. D'accord. Bref, ça c'est pour la petite histoire, pour les élixirs minéraux. Et donc j'avais mes omères. Alors mes deux amis, là quand même, entre le soleil qui s'ouvre et puis la flûte, là, disons, eux ils étaient des chats, ils étaient fous. Hein. Ils disaient mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Enfin bref, on était dedans. Quoi. Je redescends à Quito, donc avec mes deux amis, c'est eux qui avaient le véhicule. Et puis je fais mes élixirs. Alfredo, qui lui avait des patients, des clients avec ses huiles essentielles, il s'est empressé de dire « Ah, El Druida Blanco, on a vécu ça avec lui là-haut ». Alors là, c'était fou. J'avais des coups de téléphone à l'Osta, mais en nombre important. « Ah, faites des élixirs, faites des élixirs ». Voilà, tout le monde voulait un élixir parce qu'il en avait parlé. Et puis il en avait parlé tellement avec ce qu'il avait vu qu'il avait donné la force. Donc j'ai fait des élixirs, j'ai fait des élixirs. Puis à un moment donné, je me suis sauvé. Et dire je suis parti sans rien dire à personne, parce que moi, c'était pas pour ça que j'étais venu en Équateur, quoi. C'était pour aller au fin fond de l'Amazonie. Mais enfin, j'ai quand même vécu ça avant. Et je suis parti avec mes élixirs, en bas. Et puis là, j'ai rencontré donc, le chaman qui, effectivement, j'avais rencontré, qui m'avait fait cette initiation à l'ayahuasca. J'en ai repris d'ailleurs avec lui. Waouh, il s'est passé des trucs. Mais enfin, on va pas trop le développer la chose. J'ai fait un soin avec lui, mais sous l'ayahuasca, parce que lui là-bas, il travaille qu'avec ça. Waouh, c'est fou, c'est incroyable. Mais enfin, la sortie, c'était trop fort pour moi. Mais la première personne qui est venue, j'ai commencé à travailler comme je savais faire en France, quoi, mais avec l'ayahuasca. Les images que j'ai pu avoir, c'était incroyable. Et je me rappelle, cette femme, elle était pas bien, machin, compagnie, parce que son fils, il était parti à la ville, il n'était jamais revenu. Enfin bref, le problème de beaucoup d'indigènes là-bas. Mais je voyais en images et en couleur la tête du fils que j'avais jamais vu. Enfin, j'ai tout compris, c'était fou. Voilà. Et puis après, une autre personne est devenue. Mais bon, j'avais l'ayahuasca qui monte, parce que là, j'ai pris la dose du chaman, hein, qui est un bol pas possible, et puis avec une décoction certainement plus forte que celle qu'il nous avait donnée. Et là, c'était une énergie un peu sombre, parce que là-bas, il joue beaucoup, voilà. Quand j'ai quelque chose, je vais voir un chaman, le chaman il m'a fait du mal. Bon, le chaman il envoie quelque chose, et donc à ce moment, il joue pas mal à ce jeu-là, c'est leur truc. Hein. Et puis là, c'est ce qu'il y avait en face de moi, et là, ça a été trop fort, et là, je me suis mis à avoir des nausées, et j'ai tout abandonné, je suis sorti par là, et là, c'était inimaginable, je crois que j'ai jamais été malade autant que ça sortait par tous les trous, mais je veux dire tous les trous. Et ça a duré pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis adieu le soin, j'étais plus dedans. Enfin bref, c'était une expérience importante. Et puis, le chaman, lui, il travaillait aussi, voilà, et il m'a dit, écoute, moi, je peux pas t'accompagner en forêt comme tu me demandes. Alors, comme je lui demandais, moi je parlais pas français, je parlais pas espagnol, mais lui il parlait pas français, parce que quand il était venu en France, il avait un interprète. Ouais. Donc alors ce que je faisais, c'est une petite histoire, mais c'est folklore. Donc quand je rentrais à mon hôtel, je prenais mon dictionnaire, et puis ce que je voulais lui dire, je l'écrivais sur un cahier, mais en phonétique, ouais. En traduction directe, quoi. Donc il n'y a aucune syntaxe, rien du tout. Et quand je lui ai montré le cahier, il a rigolé. Il a dit waouh. Mais il a quand même compris que je voulais aller retrouver la plante et ainsi de suite. Et donc il m'a accompagné voir un de ses amis, qui était chaman également, et qui lui m'a amené dans un village, complètement paumé, donc au milieu de la forêt. Il fallait passer un rio. Le rio, c'est les rivières un peu spéciales d'Amazonie. C'est-à-dire que quand il pleut, il se multiplie par 10. Il vous charrie des troncs d'arbres énormes, mais sans ça, le reste du temps, il est tout calme. Et comme il pleut souvent, et donc il y avait un pont pour passer, pour aller dans ce village. C'était un pont de cordes avec des planches. Et il y avait des endroits, il n'y avait plus les planches, mais bon, voilà, c'est l'aventure, hein. Et puis, voilà l'arrivée là-bas.
Et puis le chaman, il me dit, tiens, ben voilà, j'ai vu le village, il t'accueille, il n'y a pas de problème, mais le village il est là-haut, mais ça tu n'y vas pas, parce que tu n'es pas indemnité pour l'instant. Mais là, une case qui, c'était, voilà, et ça, on te l'offre. C'était une case en bambou et puis en toit de chaume, puis point la ligne, il n'y a rien dedans, quoi, terre battue. Il me dit, voilà, tu peux t'installer là, j'ai dû venir là. Et je suis resté en autarcie, là, comme ça, pendant un mois. Hein. Alors comment tu te nourrissais? Alors il y avait, comment je me nourrissais, il y avait un village qui était à 5-6 km, et donc je repassais le pont quand je voulais aller faire les courses, puis arrivé sur la route, je faisais du stop, mais là, bon, un blanc qui fait du stop là-bas, il n'y a pas de problème, on le prend tout de suite, vous montez dans la charrette derrière ou dans le truc, et j'allais faire mes courses, et puis je revenais avec mon sac, et puis je faisais mon feu. Alors, pour faire du feu là-bas, c'est pas mal, hein, parce que l'Amazonie, c'est 100% d'humidité. Hein. Donc tout est mouillé, même le bois. À faire des feux avec du bois mouillé, c'est pas triste, mais vous allez voir qu'il se passe quelque chose. Et donc, et puis j'installe, il y a beaucoup de bambous là-bas, c'est alors des bambous comme ça, que vous voyez pousser, si vous restez pendant 1 heure dessus, il a déjà pris quelques centimètres. Mais vous voyez le bambou pousser, c'est fou, enfin là c'est l'Amazonie. Hein. Et et puis avec ces bambous, je me suis fait une petite table, un machin, un truc, avec les moyens du bord. J'ai été scout dans le temps, donc je connaissais un petit peu ce froissardage. Et puis j'avais mes élixirs, et puis j'avais quelques cartes postales de chaman, de machin, de trucs, enfin bref. Je m'étais fait mon petit hôtel, entre guillemets, parce que moi j'ai toujours ça un peu, voilà, quand on veut être un peu en harmonie avec soi-même. Et puis il y a un petit gamin qui vient, qui est curieux, quoi, qui venait me voir, puis il parlait pas français, lui même pas espagnol, c'était du quechua. Alors on risquait pas de se comprendre. Et puis je lui ai dit, viens. Moi les enfants, vous savez, ça m'a toujours posé, quoi. Et puis il est venu m'aider à fabriquer mes trucs et compagnie, mais il avait quoi? Il avait même pas 10 ans, quoi. Et puis, voilà. Et puis le soir ou le lendemain, je vois le gamin qui revient, avec son père. Enfin, j'ai supposé son père. Et puis le père, il dit, Curación, Yuwishin. Alors Yuwishin, ça veut dire chaman, là-bas, c'est le nom du chaman, c'est un Yuwishin. Et Curación, en espagnol, c'est la guérison. Donc le gamin avait compris que j'étais Yuwishin, enfin tout du moins l'hôtel lui avait causé. Et puis il avait des amibes, un ventre comme ça. Pourquoi les amis? Parce que les gamins, ils vont pas à l'école, dans ces milieux-là, à cette époque-là, je suppose, maintenant je sais pas, et ils passent leur vie dans l'eau. Oui. Dans l'Orio. Dans l'Orio, on y fait tout. Hein. On fait la vaisselle, on se lave, on fait tout. Mais comme il pleut très régulièrement et puis il grossit 10 fois à chaque fois, il se nettoie. Hein, bien sûr. Enfin les gamins, ils arrivent à s'attraper des habits. Et le père, il me dit, est-ce que vous pouvez faire, il me fait comprendre que, si je pouvais lui faire quelque chose. J'ai fait mes élixirs, je lui ai fait mes énergies que je connaissais, ce que je fais en France. Et puis voilà, quoi. Donc il est reparti avec son gamin. Et puis le lendemain, il revient, avec un sourire malheur en banane, et puis il dit, et le gamin, ça lui a fait du bien, et son ventre, il avait dégonflé. Donc c'était tant mieux. Et puis il m'amène en cadeau une boule végétale apparemment, je ne sais pas ce que c'était. Puis il me dit, c'est fuego. Fuego, c'est le feu. Qu'est-ce qu'il se fait faire avec ça? Et puis je comprends pas, hein, parce que c'est difficile de se comprendre dans ces moments-là. Et puis il me détache un petit peu de cette boule. Puis il met le feu, il avait un briquet, et il met le feu avec, et ça s'enflamme. Ah ouais. Et en fin de compte, qu'est-ce que c'était? Des cheveux de noix de coco. Des cheveux de noix de coco? C'est-à-dire qu'une noix de coco, il y a plein de fibres autour, comme des cheveux, quoi. Ouais, d'accord. Et donc là-bas, les noix de coco, ils en ont pagaille, donc ils récupèrent ces cheveux-là, cette fibre, et ils en font des boules qui mettent bien à l'abri de l'humidité, et ils allument le feu avec. D'accord, et ça marche? Ah oui, ça marche bien, c'est un allume-feu. Ouais. Parce que après, le bois est humide. Alors pour le bois, j'avais appris ça en tant que scout, mais là-bas c'est la même chose. Vous ramassez pas le bois par terre, vous ramassez le bois sur l'arbre, le bois mort. Parce qu'il est quand même humide, mais il est moins humide que quand il est par terre. Oui, bien sûr. Voilà, et puis moi j'avais trouvé le système, je prenais des bambous secs, que je coupais en petites allumettes
avec ma machette, parce que bah, j'avais une machette, et puis c'était mon... Voilà, mais il me faisait 1 heure, moi, pour allumer le feu pour mon café tous les matins, hein, et puis à manger. Donc là, maintenant, avec mon allume-feu, ouais, c'était génial, quoi. Mais ça s'est pas arrêté là. C'est qu'une fois qu'il y en a eu un qui a été soigné, eh ben, les autres sont venus. Et j'ai fait tout le village comme ça. Ah oui, d'accord. Et j'ai passé mes 350 bouteilles avec le Quito et là-bas, je les ai toutes passées. D'accord. Et voilà, donc, et puis, bah, bon, après, je suis reparti parce que j'avais envie d'aller faire un tour au bord du Pacifique, parce que, bah, une fois qu'on est là-bas, on est européen, on sait pas, alors, le Pacifique, c'est quelque chose de mythique, plus ou moins. Donc, j'ai été au Pacifique pendant 1 semaine, j'avais rencontré quelqu'un qui parlait encore français, bah, ouais, voilà, ça, c'est un peu le détail. Et puis, bah, mais je leur avais dit, j'avais pris plein de photos de ces gens-là. Et je leur ai dit, de toute façon, avant de remonter, je repasse par chez vous pour vous donner vos photos, quoi. Et quand je suis revenu, là, c'était puissant. Là. Ils m'avaient préparé une fête, un repas extraordinaire, en remerciement de et puis de notre rencontre, et ainsi de suite. Et là, mais c'est des gens pour rien, mais ils ont rien. Et même, voilà, mais ils avaient fait un truc avec ce qu'ils avaient, quoi. Moi, j'avais acheté aussi des gâteaux, des trucs, enfin, le présent, quoi. Et il m'a dit, non, tu donnes pas, parce qu'on on a prévu, et ils avaient prévu une cérémonie, un truc pas possible, c'était dans ma case d'ailleurs, parce que c'était une grande case, et c'était la case des fêtes, et ce qu'on pourrait appeler chez nous la salle des fêtes. Mais c'était une grande case comme ça. Et donc, tout le village est venu et ils ont fait une présentation de ce qu'ils avaient, les chants, les danses, les vieilles qui venaient pour chanter, enfin voilà, et certains ils s'étaient habillés en traditionnel, enfin bref, c'était un truc fort. Et puis là, il me disait que voilà, tout ce que tu avais amené, eh ben, donc il y en a un qui venait chanter, et puis voilà, bah, tu peux prendre ton cadeau et lui donner en remerciement de ce qu'il m'avait donné. Et en fin de compte, tout est passé comme ça. Et là, le repas, alors la table, il l'avait préparée avec des feuilles de bananier. Alors la feuille de bananier, quand elle est fraîche comme ça, elle est bien verte, brillante, et c'est large quand même, donc 2 feuilles les unes à côté des autres, et en file indienne comme ça, et ça fait une grande table, mais même le seul. D'accord. Et puis, eh ben, on se met tout autour, et c'est la table des festivités. Et puis, ben, ils avaient été les poulets, parce que c'est ce qu'ils ont, mais alors les poulets, c'est ce qu'on appelle là-bas les poulets bicyclettes, quoi. Ils n'ont rien à manger, quoi, mais ils sont tout maigres. Mais il y a quand même, on mange autour des os, quoi. Et puis, ils avaient préparé avec des poissons, ce qu'on pourrait appeler, nous, voilà, qu'on enveloppe dans du papier aluminium. Les papillotes. Les papillotes. Et bien là-bas, c'était dans des feuilles de bananier, le tout qui était fait. Ils avaient travaillé vraiment tout ça. Et puis nous, alors, donc on était 2 avec mon ami qui parlait français. Et on avait une assiette, mais alors pas, enfin une assiette. Les assiettes, c'est encore une fois les feuilles de bananier, mais tout est dans la nature, ils n'ont rien. Mais on avait une dose, machin, et eux, bah, ils avaient une chicotte chacun, quoi, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc déjà, bah, on a repartagé tout ce qu'on nous avait donné, parce que bah, non, attends, c'était le partage. Et puis voilà, et c'était les chants, les trucs, et puis bah, on s'est quitté comme ça, en pleurant, aussi bien eux que moi, parce que c'était trop fort, quoi, c'est incroyable. Et voilà, donc voilà mon voyage en Amazonie. Alors, qu'est-ce qu'on en retire de tout ça? Ben, on en retire que ben, je suis parti là-bas pour dire merci à la plante. Et dans la réalité, ben, j'y ai fait des élixirs, on m'a tout donné pour pouvoir les faire. Alors tout ça, on sait à un moment donné, quand on rentre dans le monde chamanique, qu'il se passe plein de choses dans le monde invisible. Hein. Là, c'est plus ce qui se passe plein de choses. Vous le vivez, quoi. Vous le vivez complètement. Puis avec le concret, c'est-à-dire que ben voilà, il faut des cailloux, on te les donne, il faut des bouteilles, on te les donne, et puis ben alors pourquoi j'ai fait tout ça, et ainsi de suite. Ben, j'ai été sur un temps plein cas pour libérer des âmes. Avec l'expérience que j'avais déjà, j'ai tout de suite compris que dans une incarnation passée, ben, j'étais chez les Incas, je faisais des sacrifices humains. Et aujourd'hui, ben, dans ma démarche spirituelle, druidique et ainsi de suite, eh ben, mon âme se libère très certainement de ce genre de choses qui n'est pas tout à fait dans l'amour quand même, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et donc, voilà, dans un premier temps, vous libérez ces âmes. Mais tous les gens que j'ai pu rencontrer sur Quito qui sont venus par curiosité, parce qu'ils avaient entendu parler d'El Tourna Blanco, le druide blanc, mais vous comprenez que c'est les descendants des Incas. Et qu'ils ont comme mémoire au fond d'eux d'ancêtres qui ont été trucidés quand même par des Européens, dont je fais partie d'une certaine manière. Voilà, donc c'est... Voilà. Et quand vous allez voir effectivement les indigènes que j'ai rencontrés, ce qui étaient des Quechua, eh bien c'est aussi les descendants, et là j'en ai fait quand même 300, quoi. Et c'est fou, et en plus... Alors comment vous comprenez tout ça? C'est intuitif, mais en même temps, c'est pas par hasard que j'étais passé par la Milta del Mundo, là, qui au départ était un truc touristique, mais enfin c'était pas si touristique que ça, c'était simplement pour me rebrancher aussi sur le passé. C'est-à-dire, en fin de compte, l'Équateur, c'est un peu comme les Indiens dans le Nord, aujourd'hui c'est devenu ce que c'est, mais avant ça appartenait qu'aux indigènes. Et que les Européens, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus coloniser. Voilà, et donc, voilà, vous comprenez tout ça, c'est un peu fou, mais voilà, moi on m'a mis le nez dedans, quoi. Et en fin de compte, voilà, dans la réalité, j'ai été dire merci à la plante, mais surtout, parce qu'en fin de compte, bon, j'ai repris de l'ayahuasca, mais bon, c'était... J'avais même pas besoin de le prendre, quoi. C'était pas... Pour moi, j'avais envie de revivre des choses, mais j'ai pas revécu vraiment quelque chose de fort avec l'ayahuasca. Par contre, à côté, alors là, j'ai vécu des choses de fou, quoi. Franchement, ils ont encore l'émotion qui remonte, parce que c'est... Oui, bien sûr. Mais c'est... Voilà, et donc, en fin de compte, le pourquoi de mon voyage là-bas, l'invisible m'a renvoyé là-bas pour libérer un peu des mémoires à moi intérieures, mais de mon être intérieur, de mon âme, et en même temps pour libérer aussi ces gens qui avaient des mémoires de ce genre de doses et qui a dû, je suppose, les libérer d'un certain nombre de choses, et puis peut-être dans l'acceptation des Européens de choses de ce style, parce qu'il reste toujours des miasmes de ce genre de choses. Bien sûr. Voilà l'origine du pourquoi réel de mon voyage en Amazonie. Et puis je suis revenu avec tout ça, mais avec une mémoire, et comme vous le voyez là maintenant, avec des émotions que je peux même plus exprimer, si ce n'est que par ce ressenti. Si vous me voyez comme ça un peu dans le film, c'est parce que c'est fort, et puis c'est merveilleux, c'est de l'amour pur, quoi. Et ça, quand vous rencontrez ça, c'est fort. Voilà ce que je pouvais vous raconter sur l'Amazonie, mais je vous en raconterai d'autres, parce que on m'a fait vivre sur ça, mais je l'ai vécu plusieurs fois, parce que on vit bien souvent d'autres vies, et j'ai pas fait que des sacrifices humains, j'en ai fait d'autres, et là, un peu plus tard, je vous emmènerai en Afrique, et là, je vais vous raconter des choses qui sont encore plus fortes que ce que je viens de vous raconter, parce que c'était... voilà. Mais ça, c'est une autre histoire. Absolument. Mais Planète Gaïa est là pour justement permettre ce genre de transmission. Parce que, qu'est-ce que je fais de tout ça? Alors je suis content, parce que quelque part, ça me permet très certainement de m'ouvrir, et c'est vrai que je grandis quelque part intérieurement, sans le savoir, mais en m'en rendre compte que, voilà, aujourd'hui j'ai un ressenti... à travers ce que la plante m'a donné. Moi, si demain, d'ailleurs il se passe, avec l'Afrique où j'ai encore des contacts très importants, ils m'appellent soit par internet ou par téléphone pour ceux qui le peuvent, parce qu'ils ont un problème, et j'arrive à travailler sur eux. Ils sont à 4500 km. Parce que quand on est dans le contact de l'âme, à l'âme, il n'y a plus de distance. Il n'y a plus de distance, on est bien d'accord. Et ça sera le mot de la fin. Absolument, et au plaisir de vous retrouver pour une autre histoire. Merci Alain. Chers amis, vous êtes toujours sur Planète Gaïa TV. Nous sommes dans l'émission Découverte, et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure, qui sera une aventure africaine ce coup-ci, c'est ça? Ah oui, alors celle-là, je vous garantis que si celle-là vous a étonné, alors l'autre, à scotch.
Vous en saurez plus en suivant la prochaine émission. On va faire ça, c'est un peu à la sensation comme dans les vieux feuilletons. Hein. Ouais, mais enfin bon, vous racontez tout en même temps, de toute façon ça c'est pas possible, c'est pas possible. Alors on va faire des épisodes. Exactement. Chers amis, je vous dis à très vite pour une prochaine aventure. Au revoir. À bientôt. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.